Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde dédiée à la data dans le secteur du vin. Donc aujourd'hui, nous allons explorer la donnée sur plusieurs thématiques. On va essayer d'explorer les enjeux et les opportunités de la data dans le monde vitivinicole. On va essayer d'explorer aussi quels sont les freins à l'adoption de la data. Et on va enfin essayer de démystifier ces termes de data, de données, mais aussi d'intelligence artificielle. Donc je suis ravi d'être accompagné aujourd'hui de trois experts de la data, avec Alexis de Ghostan, Pierre de Vinotracker et Sylvain de WineSpace, qui sont tous les trois des startups accompagnés par l'incubateur Bernard Magret. Et donc moi je suis Camilo Gomez, responsable de l'incubateur Bernard Magret, qui existe depuis 2021 et dont la mission est d'accompagner les projets innovants dans le monde vitivinicole. Mais également de créer un écosystème d'innovation de start-up et de partenaires dans le monde de la tech, notamment avec la WineTech, qui est notre partenaire historique, mais aussi avec Unitech, à qui je laisse la parole. Bonjour à tous, moi je suis Anne-Charlotte Rex, donc je travaille chez Unitech, qui est une start-up qui est une technopole spécialisée dans l'accompagnement des start-up qui existent sur la métropole bordelaise. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Là c'est mieux? Je vais essayer de parler plus fort. Je disais donc, Unitech était une technopole qui accompagnait des startups depuis maintenant plus de 30 ans, notamment dans le domaine vitivinicole. Nous avons historiquement accompagné plus de 35 startups dans ce domaine-là et nous sommes très heureux de pouvoir partager cet accompagnement avec l'incubateur Bernard Magret. Notre rôle à nous, c'est d'intervenir en structuration de projets, de créateurs d'entreprises, sur des aspects marché, finance, business plan, équipe, implantation, car nous proposons des lieux d'hébergement, mais également sur des sujets de propriété intellectuelle et de servir un petit peu, comme je le dis, de couteau suisse aux startups pour leur faciliter les choses, pour qu'elles aillent plus vite et qu'elles avancent de manière très structurée pour établir une feuille de route commerciale et une feuille de route financière. Voilà en quelques mots ce que l'on fait, donc en partenariat avec l'incubateur Bernard Magret. Je vais donc désormais commencer par une première question que j'adresse aux startups ici présentes. Quel constat avez-vous fait dans la filière vitivinicole qui vous a poussé à créer votre startup? Allez, j'attaque. Donc, je m'appelle Sylvain Thibault. Moi, j'ai un parcours d'ingénieur agronome. Donc, je ne suis pas de la tech à la base. Je suis vraiment du milieu du vin. J'ai occupé notamment des fonctions de responsable marketing pour des domaines viticoles à Bordeaux. Donc, voilà, moi, je viens du vin. Et aujourd'hui, dans l'équipe, on est 7 personnes et on est entouré par des mathématiciens, par des informaticiens pour développer tout ce qu'on fait. Et le constat qu'on a fait, nous, il concerne le goût du vin. Le goût du vin, c'est quelque chose qui est extrêmement central dans la filière, qui est central du producteur jusqu'au consommateur. Le producteur, il veut faire des vins qui lui plaisent, mais qui répondent aussi aux attentes des marchés. Les acheteurs, eux, ont besoin de trouver justement ces vins précis, d'identifier les besoins des marchés, de trouver les vins qui vont répondre. Et puis après, si on remonte la chaîne de valeur, les prescripteurs, eux, ils vont nous aider à y voir un petit peu plus clair parmi toute l'offre qui est disponible et jusqu'aux consommateurs qui veulent boire les vins qui leur plaisent et qui vont leur procurer des émotions. Et on s'est dit, cet élément-là, il est hyper central, mais il est extrêmement complexe à appréhender. Chacun a une sensibilité différente. Et aujourd'hui, on a plutôt des intuitions, on a plutôt sa sensibilité personnelle, mais aucune donnée précise sur laquelle on pourrait s'appuyer, se conforter, se confronter en tant qu'expert et exploiter ça pour son activité, pour prendre des décisions et pour aussi automatiser un certain nombre de tâches. Voilà. Et donc, c'est vraiment le constat initial d'éclairer la filière vin avec ces informations sur le goût des vins. Moi, je suis Pierre-Auguste, fondateur de Vinotracker. Alors, j'ai fait un peu le même constat. Moi, j'ai une carrière pas du tout dans la filière vin. Je suis un jeune entrepreneur dans la filière. Ça fait 3 ans que je suis dans la filière vin. Je viens de l'industrie, des telcos et de la cybersécurité, où la data, c'était clé. Où dans les telcos, on utilisait beaucoup la data pour mieux connaître ses clients, pour les fidéliser, pour trouver le meilleur prix. Et le constat que j'ai fait dans la filière, c'est que on est très très en retard en fait sur ce sujet-là. On utilise très très peu la data pour développer la compétitivité ou pour connaître finalement les marchés sur lesquels on agit. 2 exemples dans les études de marché que j'ai pu faire ou faire là ces derniers mois, c'est que les professionnels, pour s'informer sur le marché du vin, ils regardent prioritairement la presse spécialisée.
Je ne vais pas juger la presse spécialisée, mais c'est peut-être un peu court quand on veut prendre des décisions et aller chercher des marchés à l'export, par exemple. Donc, avoir à disposition des données économiques sur les grands marchés pour éclairer les acteurs, ça m'a paru un sujet intéressant. Le deuxième sujet, c'est le fait de ne pas du tout valoriser les mines d'or qu'ont les professionnels de la filière. Qu'on soit un industriel, fournisseur de matières sèches, et même si on est à l'international, eh bien, souvent le constat que j'ai fait, c'est qu'il y a très très peu de data sur les marchés, très peu. La data n'est quasiment pas utilisée pour aider à la prise de décision sur des décisions d'export, sur des décisions de prise de part de marché. Donc c'est à partir de là que moi j'ai décidé de construire une offre autour de la valorisation de la donnée et autour de la manière dont on peut utiliser la data pour développer sa performance économique. On y reviendra. Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Gendreau, je suis le fondateur de Ghostan. On a développé une solution de gestion de stock de boissons pour les restaurateurs. On n'intervient pas dans la filière vitivini, mais un petit peu après sur la distribution dans le milieu de la restauration. J'ai monté Ghostan parce que j'ai une formation d'éditeur de logiciels, disons. J'ai fait 8 ans dans le développement de logiciels. Et à côté de ça, j'ai fait une formation et j'ai diplômé de sommellerie, ce qui permet, en fait, ce grand écart-là m'a permis de me rendre compte que dans le milieu de la restauration, on gère très souvent, très régulièrement, des vins, des inventaires, des niveaux de stock avec des fichiers Excel. Et donc c'est énormément de temps passé sur de compter des bouteilles, chaque mois de pouvoir mettre à jour ces niveaux de stock, et après ça, de ne pas avoir de visibilité sur ce qu'on a acheté, l'historique et la traçabilité des achats réalisés auprès de ses fournisseurs, et la même chose au niveau des ventes. Voilà, donc on a vraiment développé une solution afin d'essayer d'optimiser et d'automatiser au maximum ces flux entrants et sortants pour pouvoir apporter de la donnée, d'un côté que ce soit sur la notion de comportement utilisateur, qu'est-ce que nos utilisateurs consomment, à quel niveau, quels sont les produits qui se vendent le mieux, ceux qui se vendent le moins, quel est le format, quelle est la fréquence ou la récurrence d'achat et de livraison produit par produit pour donner vraiment un historique sur le produit et sur la relation qu'on a avec un produit et un fournisseur. D'accord. Merci pour ces présentations. Et alors, maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment vos solutions exploitent la data et dans quel but? Et alors nous, comme je l'ai dit, on travaille sur le goût du vin. Et donc pour obtenir ces informations, ces données sur le goût du vin, on va pas très loin. On va voir les professionnels comme vous qui rédigent des commentaires de dégustation. Et finalement, on vient s'appuyer sur une expertise humaine, des gens qui vont être capables de nous dire que le vin, il a une acidité comme ça, des tanins comme ça, une belle longueur, une belle structure. Et on vient récupérer tous ces avis de professionnels. Et la problématique qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est ces informations textuelles, elles sont inexploitables dans leur état textuel. Donc, il va falloir transformer toutes les informations qu'ils contiennent en données numériques. Et donc là, on va utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser ce travail de lecture des commentaires, de séquençage, je veux dire, et puis de transformer chaque information en données numériques qui a exactement le même sens, mais qu'on va pouvoir exploiter. Voilà. Et une fois qu'on a réussi à faire cette transformation, et bien là, on va pouvoir faire un petit peu toutes les analyses qui nous intéressent. La première des choses, comme je l'ai dit, c'est que chaque dégustateur a un avis subjectif. Donc si on veut avoir un avis un petit peu consolidé, on va venir regrouper, synthétiser l'avis de 5, 10, 15 experts sur le même vin qui ont dégusté à la même période. Parce que ça n'a pas de sens de prendre des dégustations qui ont 5 ans d'écart. Le vin n'est plus du tout le même. Donc il faut vraiment prendre des commentaires qui soient homogènes sur le même vin à la même période. Et puis on va faire cette synthèse, essayer de dégager les points clés qui remontent dans chacun des commentaires pour faire ce profil moyen sur lequel on va pouvoir s'appuyer et communiquer sur le vin. Voilà. Et donc ces données-là, elles vont être faites au niveau des œnologues conseils pour suivre la production des vins de leurs clients, au niveau des acheteurs de vins pour qualifier précisément les vins qu'ils veulent acheter ou la gamme de vins, les négociants par exemple, qu'ils ont à vendre. Et puis après jusqu'au marketing pour générer du contenu, des fiches produits sur le vin avec des données précises, des interprofessions pour analyser et vraiment comprendre comment est perçu les vins de telle région par tel type de public, par des Américains, par des Asiatiques, par tout ça. Donc après, le plus dur, c'est de savoir quelle information nous intéresse, de trouver les données qui vont bien et de pouvoir faire ces analyses. Pierre ? Concrètement, comment j'exploite la donnée? De plusieurs manières. La première, c'est pour développer justement cette acculturation à la data. Et j'ai créé une base, une plateforme
qui s'appelle DataVision, dans laquelle je mets à disposition des données qui sont publiées un petit peu partout dans le monde, mais qui le sont souvent sous forme de fichiers PDF, de fichiers Excel, enfin en tout cas de choses très difficilement exploitables. Donc je collecte, j'agrège, j'analyse et je restitue de manière visuelle la data, de façon à comprendre, je ne sais pas si vous avez regardé un fichier Excel de 2000 lignes dans les yeux, c'est pas facile de le faire parler. Si on l'analyse et on le restitue et on arrive à trouver quelques insights intéressants, on voit tout de suite finalement à quoi ça sert. Donc je publie cette information sur des sujets de production, de commercialisation, de distribution, de consommation, un petit peu sur les grands marchés, donc pour permettre aux abonnés à la plateforme d'aller sur datavision vinotracker.fr. Vous pourrez vous connecter sur la plateforme gratuite, vous verrez comment ça fonctionne. Et donc ça leur permet de mieux comprendre l'écosystème dans lequel ils évoluent. Et les clients, ça peut être à la fois des consultants qui agissent, qui travaillent pour des producteurs, ça peut être aussi des industriels qui veulent mieux connaître le marché, ça peut être aussi des négociants ou des producteurs qui veulent lancer un produit et le pricer au plus près de ce que le pays dans lequel ils veulent exporter leur vin pourra être positionné. Donc ça, c'est la partie plateforme. Et ensuite, il y a donc des prestations sur mesure pour aller valoriser la data des clients. Et en particulier, par exemple, aller analyser avec des techniques d'analyse de données, de data analyse, de data science, pas encore d'IA, on y viendra tout à l'heure, pour aller mettre au point des jeux de données qui sont exploitables. Beaucoup de professionnels aujourd'hui dans la filière ont des jeux de données, ont des trésors, des mines d'or qu'ils ne savent pas exploiter. Donc je les aide à aller chercher ces fichiers, c'est des fichiers Excel, c'est des fichiers PDF, c'est des bases de données, c'est tout support, où je vais aller extraire de la valeur pour aller les aider, encore une fois, à prendre des décisions pour développer leur compétitivité, développer un produit, développer un marché, ou mieux comprendre les habitudes de consommation de leurs clients, ou mieux comprendre quels sont leurs bons et leurs mauvais clients, et avec qui ils peuvent compter. Merci. Nous, on ne traite pas réellement la donnée. C'est assez paradoxal de dire, on gère énormément de données, de plus en plus, ce qui est très intéressant. Cependant, on est un outil d'aide à la prise de décision. C'est-à-dire que notre métier, c'est de fournir de la donnée claire, précise à nos clients pour leur permettre de prendre des décisions. C'est pour ça qu'on intervient vraiment comme un facilitateur. On a une solution BI de business intelligence qui permet en fait à nos utilisateurs de comprendre toute la donnée qu'ils génèrent. On intervient un petit peu comme un ERP. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont familiers avec la notion d'ERP. C'est des outils de gestion d'entreprise où on gère des fournisseurs, on gère des achats, des ventes. Et donc, on intervient sur un élément assez stratégique parce qu'on connaît les fournisseurs de nos clients, on connaît les prix d'achat et l'évolution des prix d'achat, la fréquence d'achat, fréquence de vente et le format. Est-ce que c'est des ventes en bouteille? Est-ce que c'est des ventes au verre? Nous, on a cette donnée, mais on ne l'exploite pas. Par contre, on permet à nos utilisateurs de l'exploiter le plus précisément possible, en leur fournissant des rapports, des tableaux de bord, des analyses, une traçabilité produit par produit, ainsi qu'un historique, disons, de la vie du produit pour leur permettre de pouvoir gérer toute la chaîne de valeur, que ce soit en partant d'un achat d'un produit bien spécifique jusqu'à la vente finale à un client. Et ce, de manière 100% automatisée. Voilà, avec toute la complexité qu'il peut y avoir à gérer entre 2000 et 40 000 bouteilles, par exemple. Ok, donc là on a parlé de comment vous utilisez la data dans vos solutions et de certaines opportunités. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de certains freins, des freins à l'usage, de ce qui fait que certains ne passent pas à l'action, certains acteurs? Non, je peux commencer. Nous, les principaux freins qu'on observe, premièrement, c'est de récupérer ces commentaires de dégustation. C'est un travail qui peut être fastidieux, d'écrire, de retranscrire, c'est aussi fatigant, de se concentrer pour faire ces commentaires de dégustation. Et puis il y a aussi un aspect assez personnel de mon commentaire que je n'ai pas envie de partager, que je n'ai pas envie de diffuser, que j'ai l'impression qu'il a une certaine valeur qui m'appartient. Donc voilà, récupérer ces informations-là. Nous, on rend tout anonyme, on s'assure vraiment de l'anonymisation et de la sécurité des données de tous les gens qui nous confient des commentaires. Mais il y a aussi quand même ce frein qui reste malgré tout, où les gens ont peur de perdre tout ce qu'ils ont produit. On va leur voler, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc il y a vraiment ce premier frein de je donne accès à mes données, j'autorise, je prends aussi des commentaires, ce qui n'est pas évident tout le temps comme je disais, de se forcer à le faire. Et puis après, au niveau du travail d'utilisation de données, c'est vrai que c'est pas forcément ancré aujourd'hui.
on a l'habitude, en tout cas la filière a eu l'habitude de travailler avec des intuitions, aussi avec son propre avis et pas forcément d'avoir accès à des données sur ce type sur ce type d'informations et donc n'est pas aujourd'hui à la recherche de ces choses-là et n'imagine pas encore le potentiel, en tout cas l'intérêt que ça pourrait avoir de faire appel à des informations pour confronter son point de vue ou même, je prends un exemple ici, il y a des milliers de vins, j'ai besoin de trouver des produits avec un profil particulier, je peux aller en déguster 300 un petit peu au hasard en ciblant par rapport à des producteurs des appellations ou si nous on est capable d'avoir accès aux données, de les traiter et de dire parmi les vins qui sont disponibles, en fait, il y en a 3 ou 4 qui sont ici, qui sont plus intéressants pour toi de déguster, en tout cas par lesquels il faudrait que tu commences. Et donc, c'est un gain de temps qui serait énorme pour des professionnels, par exemple, comme des acheteurs. Voilà, donc, c'est tous ces enjeux-là. Pierre, d'autres freins? Bon, déjà, je voudrais insister, confirmer ceux de Sylvain, c'est le manque d'acculturation, finalement, à l'utilisation du digital dans la filière. Il est quand même... Ce matin, on parlait du livre blanc qu'on a écrit avec la WineTech, c'est qu'il y a une adoption qui est extrêmement lente sur le digital. Et donc, effectivement, la peur de partager ces données, la peur d'être entraîné dans des coûts exorbitants. Donc, quand on veut digitaliser ou quand on veut utiliser des solutions à base de données, pour piloter ces décisions. Voilà, donc ça, c'est assez clair et assez classique. On partage très très peu dans la filière. Donc moi, je meurs de manière extrêmement concrète à des murs lorsque je parle de bénéfices que peut apporter la donnée. Les gens, s'ils sont gentils, ils me reçoivent. S'ils ne sont pas gentils, ils ne me répondent pas. Et dans tous les secteurs, petits, gros, moyens, industriels, vignerons, fournisseurs de matières sèches, tout le monde y passe. Donc cette acculturation, elle est très faible. Il y a aussi un frein, c'est que globalement, la filière, dans ses représentations institutionnelles, est très en retard. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout incitative, elle ne pousse pas, que ce soit les syndicats, les interprofessions, les ODG, soit elles sont un peu éloignées de ce sujet-là, soit elles ne poussent pas du tout en fait, à cette culture de la donnée. Donc ça ne nous aide pas, c'est un frein complémentaire. Et puis, voilà, il y en a tout un tas d'autres, mais on essaie de les lever. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Alexis, brièvement? Brièvement, on intervient sur des marchés extrêmement traditionnels et conventionnels qui étaient le milieu du vin. Je pense qu'on en a assez parlé sur l'utilisation de la donnée, également sur le milieu de la restauration. Allez, encore aujourd'hui, le milieu de la restauration n'a pas une culture de l'utilisation de la donnée. On vit un peu au jour le jour, on a des ventes, on a des achats, et c'est comme ça qu'on gère la rentabilité du restaurant. Cependant, aujourd'hui, les nouveaux restaurants qui se montent sont gérés par des vrais gestionnaires d'entreprise. C'est plus seulement des cuisiniers. C'est des gens qui sont vraiment en quête de rentabilité et qui ont besoin de gagner du temps et surtout de pouvoir atteindre une rentabilité. Et donc, pour atteindre de la rentabilité, il faut comprendre et savoir réellement quelles sont les données que l'on génère et pourquoi on les génère. Je peux rajouter une toute petite chose ici. Non, la fragmentation de la filière. Quand on parle à la filière, quand on parle de producteurs, par exemple, il y en a 60 000 en France. Il y a des tout petits, il y a des tout petits, il y a des moyens, il y a des grands. Donc, une solution qui peut convenir à un ne va pas forcément convenir à l'autre. Il y a un onologue qui va être hyper tradit et puis une autre qui va être hyper innovant. Et donc, ça veut dire que ça multiplie finalement le nombre d'acteurs qu'on doit convaincre pour proposer nos solutions. Et juste rapidement, si je peux rajouter aussi, là, on a un sujet aussi qui est central et je pense que tout le monde sera d'accord, c'est que la donnée, elle va être partout, mais on ne va pas avoir ces éléments qui vont permettre de connecter toutes ces bases de données, de rassembler la donnée en un seul endroit et chacun va avoir des petites informations à droite à gauche, mais d'être capable de centraliser, d'avoir un nom de château unique, écrit d'une seule manière ou un identifiant qui fait qu'on peut prendre une donnée ici et tout centraliser au même endroit pour avoir cette vision globale. Aujourd'hui, ça n'existe pas et ça rend extrêmement complexe l'utilisation de cette donnée. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant, en 2 phrases, résumer un problème que vous résolvez chez vos clients et comment vous le résolvez? Est-ce que vous pouvez dire vraiment ça en 2 mots sur un cas d'usage, un point vraiment particulier? La visibilité qu'on apporte et l'automatisation avec nos solutions partenaires, un gain de temps sur la gestion de son inventaire et dans un deuxième temps, grâce à la compréhension de la donnée et aux analyses qu'on fournit, une augmentation des revenus, que ce soit du chiffre d'affaires et ou de la marge brute. En 2 phrases, oui, la mesure de la distribution dans une grande propriété bordelaise.
en travaillant sur les fichiers des négociants, en les organisant à travers un dashboard hyper clair pour montrer à la propriété comment les 80 négociants qu'il a pour distribuer ses vins dans le monde entier sont performants ou pas sur chacun des pays où il est déployé. Et nous, rapidement aussi, par exemple, l'exemple d'un dégustateur d'un négociant qui a 12 dégustateurs, la première des choses, c'est de regrouper leurs 12 carnets de dégustation, parce que chacun aujourd'hui va déguster dans son coin. C'est de pouvoir centraliser cette information, c'est la première étape. Et ensuite, de pouvoir l'exploiter justement pour mieux connaître sa gamme de produits, montrer son expertise auprès des producteurs, auprès de ses clients, la maîtrise de chaque produit, et puis après utiliser ces données-là au marketing, en communication, pour vraiment être le meilleur ambassadeur de chaque produit. Très bien. Maintenant, on va passer à la partie sur l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous utilisez l'intelligence artificielle dans vos solutions et aussi qu'est-ce qu'on entend par ce terme d'intelligence artificielle qui est parfois utilisé à tort et à travers? Je peux commencer aussi. Non, sur l'intelligence artificielle, nous, on l'utilise par briques. On a une problématique, c'est qu'on analyse du texte qui est un texte libre. Chacun écrit ce qu'il veut et donc on a des données qui sont extrêmement diverses. Et donc l'intelligence artificielle va nous aider à automatiser cette partie d'analyse de texte, de transformation de données. Une fois qu'on a fait ce travail-là, cette donnée, on n'est plus du tout sur de l'intelligence artificielle, on est sur de l'analyse de données, on est sur de la statistique qui fonctionne parfaitement et on n'a pas besoin d'avoir des technologies extrêmement compliquées pour faire cette partie-là. Le troisième métier aussi, c'est de la représentation de données. Ce que disait Pierre, qui sont extrêmement importants. La donnée, c'est imbuvable si ce n'est pas analysé et bien retranscrit. Donc c'est vraiment un sujet clé de faire parler la donnée, de montrer concrètement les informations visuellement. Donc l'intelligence artificielle, on l'utilise par petites touches sur des tâches pour automatiser, pour gagner du temps. Un humain serait capable de faire ce que fait l'intelligence artificielle, sauf qu'il prendrait énormément de temps. Et on peut pas. C'est beaucoup plus simple pour analyser 1000 commentaires d'entraîner une IA, de la faire travailler 4 secondes, que d'avoir 1000 personnes qui vont analyser chaque commentaire. Moi, je l'utilise, mais très peu. Finalement, on l'utilise beaucoup pour aller analyser des sources de données, pour essayer de travailler sur des fichiers qui sont mal foutus, difficilement interprétables. Mais globalement, notre valeur ajoutée, elle va être de proposer de la donnée qui est correctement sourcée, de qualité. Et donc là, aujourd'hui, si on parle d'IA générative, ça va être n'importe quoi. C'est-à-dire que si on va aller chercher de la donnée que moi, je propose à mes clients, on va obtenir des réponses qui sont relativement erronées et que les sources de données qui sont mises en avant ne sont pas du tout fiables. Donc moi, ma valeur ajoutée, ça va être de faire en sorte que ce que je propose, c'est une source qualifiée, un dataset propre, correctement interprété. Et puis, s'agissant des données clients, de la valorisation des données clients, le sujet, il est que avant de faire de l'IA, il faut qu'on ait des jeux de données qui soient propres, qui soient parfaitement interprétables. Et donc, ce n'est pas la peine d'aller utiliser des outils extrêmement complexes ou des outils d'IA, des outils de data analyse, de développement extrêmement classiques, du R, du Python, qu'on utilise au quotidien dans notre approche de data analyse. C'est largement suffisant pour aller obtenir des insights et aider nos clients à prendre des bonnes décisions. Pas forcément besoin de mettre de l'IA là-dedans. Donc, moi, le message que je veux faire passer, c'est qu'il y a tellement de choses à faire sans IA, déjà, pour faire progresser la filière sur la data. On s'en sert. Moi, j'expérimente un chatbot, un agent IA. Aujourd'hui, je ne le mettrai pas en ligne parce qu'il n'est pas correct, parce qu'il me donne des informations erronées qui vont à l'encontre de la qualité de ce que je veux proposer à mes clients. Nous, on n'utilise pas l'IA, on développe des logiques algorithmiques qui permettent en fait juste d'anticiper et de planifier des commandes ou des recommandes et de faire des recommandations sur des produits qui fonctionnent bien sur un parc de clients. Voilà. Donc l'IA aujourd'hui a assez peu d'intérêt chez les utilisateurs qu'on a aujourd'hui. En tout cas, on a assez peu cette demande. Cependant, des vraies problématiques sur la planification des ventes grâce à un historique ou grâce à une connaissance extérieure du marché, là, ça a un vrai intérêt. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur des logiques algorithmiques. On pourrait appeler ça de l'IA, mais ça n'en est pas réellement. Donc on fait une sorte d'IA, mais ça n'en est pas. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives pour maximiser l'utilisation des données? Bien la comprendre, l'exposer de manière la plus claire et pas seulement brute, comme ce qu'on disait tout à l'heure, de pouvoir la former et la rendre intelligible afin qu'elle soit utilisée à bon escient et qu'elle soit utile
pour pouvoir permettre à nos utilisateurs et de manière globale à la filière de comprendre le consommateur au final. Parce que c'est lui au final qu'on veut adresser, c'est quel est le comportement utilisateur pour pouvoir le satisfaire de la meilleure des manières. Les perspectives, bon, il y a plein de startups, hein, il y en a, on en verra encore tout à l'heure, hein, et qui ont des solutions extrêmement concrètes. Dont la perspective, elle est déjà là. En fait, la réalité, elle est déjà là. Il y a déjà des solutions à base de data qui apportent des solutions très claires et des bénéfices pour les cavistes, pour les restaurateurs, pour les producteurs, etc. Il y a on peut lancer un appel, un cri à la profession, aux institutions, pour faire en sorte que qu'il n'y ait plus d'incentive hein, finalement pour que les producteurs ou dans les syndicats on fasse passer le message sur les bénéfices extrêmement tangibles, extrêmement concrets. Donc ça, c'est plus un vœu qu'une perspective. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a deux grands enjeux, hein. Il y a les enjeux du changement climatique, où aujourd'hui, toutes les datas qui sont partagées, utilisées pour permettre de mieux traiter les sols, d'anticiper, d'avoir des cépages résistants, de savoir où est-ce qu'ils sont, il est intéressant de les cultiver, et qu'est-ce que ça va apporter. Et puis après, sur la performance économique. Je pense qu'une des perspectives, c'est qu'on arrive à publier plus de choses, à faire plus de standards. Tout à l'heure, Sylvain parlait d'identifiants. Il faut arrêter de refaire, chaque fois qu'on a une solution, il faut arrêter de faire une base de données. Donc sur la filière, il devrait y avoir un certain nombre de standards que tout le monde puisse utiliser, un peu d'open data, mais pas que. On pourrait utiliser plein de référentiels pour décrire un vin, par exemple, hein, et puis tout le monde pourrait s'en servir pour développer des solutions à valeur ajoutée pour la profession. Rapidement pour compléter, parce que je suis d'accord vraiment avec tout ce qui a été dit, c'est de ne pas prendre le problème dans l'autre sens, et de ne pas dire j'ai des données, je vais les analyser, je vais essayer de produire des choses. C'est plutôt de savoir quelle information j'ai besoin. Et à partir de ce constat-là, est-ce que je dispose aujourd'hui des données nécessaires pour obtenir cette information? Est-ce que je dois mettre en place des capteurs ou trouver un moyen de collecter ces données? Et après, d'utiliser les technologies, l'analyse de données, l'IA, etc., pour récupérer, travailler cette donnée et permettre d'obtenir l'information. Mais le message, c'est aussi de savoir ce qu'on cherche finalement, d'avoir quelle information m'intéresse et du coup comment j'accède à cette information et comment je vais mettre en place tout ce système-là. Puis de ne pas avoir peur d'expérimenter. En fait, il faut expérimenter parce que tout ce dont on parle, hein, c'est pas des mois et des mois de délai. Hein. C'est parfois quelques jours, parfois quelques heures hein, pour arriver à faire parler des fichiers, faire parler des données. Donc, il ne faut pas avoir peur d'expérimenter. Et puis nous, on est tous évidemment on est les premiers à faire des proof of concept chez nos clients. On en fait tous les jours et on est heureux si on en fait encore plus. Alors pour conclure cette table ronde un peu de façon synthétique, vous êtes rentré dans l'incubateur Bernard Magret pour WineSpace en 2021, pour Gostan en 2023 et pour Vinotracker en 2024. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Quelles sont vos prochaines étapes? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et après, qu'est-ce que vous attendez aussi du salon Wine Paris? En quelques mots. Nous, concrètement, l'incubateur et Bernard Magret et Unitech nous a permis de se structurer beaucoup plus rapidement que si on l'avait fait par nous-mêmes. Ça nous a permis d'accéder à un réseau de partenaires, que ce soit dans le milieu vitivini et ou dans l'environnement professionnel grâce à Unitech. Donc ça a été vraiment un gain pour nous. Aujourd'hui, on est en développement technique et commercial en permanence. On a une solution SaaS. Il faut qu'on soit capable d'apporter de l'innovation au quotidien à nos utilisateurs et de nouvelles fonctionnalités pour leur apporter de la satisfaction, mais également pour faire de la rétention client, donc de captiver les clients et de les garder le plus longtemps possible, parce qu'on a une offre sans engagement. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nos utilisateurs. Nous, ce qu'on recherche, c'est de pouvoir continuer, des partenaires stratégiques pour nous aider et nous accompagner au quotidien, et des clients, évidemment, parce que sans clients, on n'est pas grand-chose. Moi, j'ai démarré effectivement début 2024. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est une structuration très claire de mon projet. Hein. Bernard Magret et Unitech, hein, c'est les deux. Donc, une meilleure identification des cibles, une accélération finalement de la formalisation du projet. Ça, c'est clair. Un réseau aussi, de la notoriété, évidemment. Voilà, donc ça, c'est très clair. Et en quelques mois, hein, c'est pas non plus... si c'est pas immédiat, c'est quand même très rapide. Donc, petit message à ceux qui rentrent. Voilà. Et puis moi, ce que j'attends de Wine Paris, c'est des contacts, c'est des clients.
Et là, je suis dans une phase de levée de fonds. Donc voilà, je cherche 150 000 euros pour m'aider au développement commercial. Voilà, je suis cash. Donc j'ai pas de chapeau pour le faire tourner, mais à votre bon cœur, monsieur, dame. Et je suis preneur de toute demande de proof of concept et de tester. Et n'hésitez pas. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn si vous souhaitez, parce que je publie régulièrement tout un tas de choses sur le sujet. Voilà. Merci. Et nous, on y est depuis 2021, donc on y est toujours. C'est qu'on y trouve notre intérêt, évidemment. Alors effectivement, l'accompagnement depuis 2021 a évolué, même que l'entreprise, donc on n'est plus accompagné de la même manière. Mais l'intérêt, c'est cette ouverture sur le monde du vin, c'est d'être au contact d'autres entrepreneurs qui ont une vision commune, qui ont aussi des problématiques communes. Voilà, on va pouvoir se nourrir chacun, l'un et l'autre, des contacts, des problématiques. Le métier de chef d'entreprise aussi, c'est quelque chose qui s'apprend. À qui m'adresser quand j'ai besoin de lever des fonds, comment je vais structurer mon business plan, comment je vais gérer tel ou tel aspect de l'entreprise. Et donc, c'est des choses qu'on apprend aussi au contact de gens qui suivent un certain nombre de projets, qui ont cette expérience de la start-up, qui n'est pas une entreprise comme potentiellement toutes les autres, qui est vraiment sur de l'innovation. Donc voilà, c'est un accompagnement double. Et aujourd'hui, nous... entre 2021 et aujourd'hui, la technologie a énormément progressé. On a de plus en plus de clients qui utilisent. Et aujourd'hui, nous, on cherche des gens qui, à la fois, écrivent des commentaires de dégustation et se disent il y a quelque chose à faire avec tout ce que j'ai produit et de l'information à en tirer pour mon métier, principalement. Et puis, ou d'autres qui se disent tiens, moi, des informations sur le goût de tel ou tel vin, des e-commerçants qui voudraient mettre à jour leur site avec... plein de données précises sur le goût des vins, ou d'autres qui ont besoin pour X raison d'information, c'est des gens qui peuvent s'adresser à nous et qu'on sera ravis d'échanger avec eux. Merci beaucoup. Est-ce que s'il y a une ou deux questions, on est un peu en retard, mais... C'est bon? Ok, bon, merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Donc, et là, vous avez les coordonnées de chacun si vous voulez les contacter soit sur LinkedIn, soit sur leur email personnel. Et juste avant de passer au cocktail qui aura lieu juste ici, on va vous faire une présentation de 15 projets, une sélection de 15 projets de la nouvelle promotion de l'incubateur Bernard Magret, qui sera sous forme de pitch de 1 minute, donc très rapide. Et on va vous inviter à voter. Prenez la place d'un investisseur et votez pour votre pitch préféré. Donc vous avez juste à scanner ce QR code et vous allez avoir la liste des projets. Vous aurez une note de 1 à 5 à attribuer à chacun des projets. Et voilà, ils vont passer un à un, juger leur pitch, leur concept et noter. Et à la fin, la start-up gagnante gagnera 1 an d'incubation à l'incubateur Bernard Magret. Donc on va les faire passer tout de suite. Et juste après, vous pourrez tous les retrouver ici pour le cocktail, pour échanger et discuter. Alors on va commencer par la box up. Test, ok. Donc plongez avec moi dans l'univers des spiritueux. Buvez pas la tasse tout de suite. Vous imaginez un maître de chai, un assembleur, un distillateur. Vous l'imaginez sur le terrain, dans son chai, en train de déguster devant son alambic. En fait, c'est pas tout à fait ça. Souvent, il passe beaucoup de temps sur des fichiers Excel, sur son ordinateur, dans son ERP, à faire de l'administratif. Des tâches rébarbatives et sur lesquelles la moindre erreur peut coûter cher parfois. Donc moi, c'est Rémi. Et avec Pierre, on a créé la box application il y a 2 ans. Et avec un objectif simple, c'est de ramener le maître de chai dans le chai, serein sur ses démarches. Donc on accompagne aujourd'hui avec nos solutions, nos applications web, une 50aine de structures, dont par exemple NC et Martel. Et on permet à leurs agents de chai de faire par exemple tout leur calcul du quotidien en quelques secondes avec nos boxettes, de diviser par 4 leur temps d'inventaire d'alcool et d'automatiser la gestion des enlèvements des cuves ou des camions citernes grâce à la numérisation des certificats de jaugeage et les calculs de volume. Merci. Merci. Attends le timing, merci beaucoup. On enchaîne avec Montclair Tech.
Bonjour, Moncler Tech. Nous rendons au vin désalcoolisé ses arômes naturels issus de la fermentation alcoolique. Ça vous paraît bizarre, mais c'est très très utile. Effectivement, Moncler développe une technologie brevetée pour améliorer les vins désalcoolisés. Quand on sait que 17 millions de Français ont fait le Dry January, on se dit qu'il y a un marché. La matière première utilisée par cette technologie, ce sont les gaz de fermentation. Quand vous êtes allé dans un chai, vous avez senti comme ça sent bon. Eh bien, s'ils sont perdus, on les récupère et on les utilise pour réaromatiser les vins sans alcool. Nous avons des brevets, une publication scientifique, et nous sommes en plus une équipe franco-allemande, donc c'est quelque chose qui a aussi son intérêt. Nous, voilà, grâce à Magret, au Bernard Magret Startup Win, nous gagnons en visibilité. Nous avons eu beaucoup de rendez-vous et beaucoup de gens dans la désalcoolisation très très intéressés. Donc si le vin désalcoolisé vous intéresse, vous aurez affaire à nous bientôt. Merci. Merci. Starfish Biosciences. Bonjour. J'y vais quand je veux. Ok. Nous l'avons tous constaté, les derniers millésimes ont été marqués par le changement climatique, avec des phénomènes météo intenses qui ont eu un impact négatif sur les rendements, sur la qualité de la vendange et sur le dépérissement des pieds de vigne. Face à ça, Starfish Biosciences développe une plateforme biotechnologique pour restaurer le microbiote du sol et ainsi régénérer les sols viticoles. Pourquoi le microbiote du sol ? Parce que les bactéries du sol réalisent des fonctions qui sont clés pour la viticulture. Ces fonctions, c'est la rétention de l'eau dans le sol, c'est la structure du sol pour que l'eau rentre et pour lutter contre l'érosion, c'est le cycle du carbone, le cycle de l'azote, le cycle de nutriments, c'est également la lutte contre les maladies qui se développent dans le sol. Comment on fait ça ? On utilise du séquençage ADN de dernière génération et on développe des outils de bioinformatique pour faire des analyses fonctionnelles du microbiote des sols, pour identifier les fonctions qui sont dégradées et en bout de chaîne pour développer des solutions microbiennes pour ramener dans le sol les bactéries qui réalisent les fonctions dégradées et ainsi les restaurer. Timing parfait. Véréo. Bonjour à tous. François, savez-vous qu'on est à un taux de recyclage des bouchons qui est environ de 3%, alors que dans le verre, la bouteille, on est arrivé à 80%. L'objectif de Véréo, c'est grâce à une machine de tri basée sur l'intelligence artificielle, d'amener la filière à ce taux de recyclage de 80% dans 5 ans, ce qui permettra d'éviter les émissions carbone d'environ tous les gens qui viennent à Wine Paris pendant 3 jours. Donc cette solution est basée sur l'intelligence artificielle. Je suis François Rey, j'ai travaillé 8 ans en tant que directeur financier du numéro 2 mondial du bouchon. Et puis je suis ravi d'être là, je vous remercie. Et donc pensez que désormais vous ne jetez plus vos bouchons et on en fera des choses très intéressantes par le recyclage pour aller faire un geste supplémentaire dans l'évitement des émissions de CO2. Merci. Merci. Exception Design. Bonsoir. Je vous propose une petite page de poésie parce que vous avez bien bossé aujourd'hui, vous avez eu plein de rendez-vous. Je vous présente Clément, parce qu'il vient du château Pape Clément, donc on va l'appeler Clément. Clément, il a été planté en 1942, il a été déplanté et arraché en 2022, donc il a 80 ans, et pendant 80 ans, il a bossé. Et la seule retraite qu'on lui réserve aujourd'hui, c'est en fait de l'enlever et d'aller faire des granulés dans les chaudières. Et nous, on trouve que c'est dommage parce que le cep de vigne, c'est en fait l'essence même du vin. C'est l'alpha et l'oméga des grands vins. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On récupère des pieds de vigne, des ceps de vigne, des grands domaines, des grandes appellations, des grands châteaux, et on les monte sur des pieds qui sont dessinés par des designers, qui sont réalisés ensuite par des artisans en France. Donc là, vous en avez un en marbre, il en existe en cuir, en verre, en métal, avec plusieurs matériaux différents, chacun ayant un côté un peu relié au vin. Donc là, le marbre est en fait dessiné pour représenter les strates du sol. Et voilà. Et on les vend à des passionnés de vin ou alors à des producteurs qui veulent remercier leurs meilleurs importateurs, leurs meilleurs clients. Merci. Et un tout petit peu de technologie pendant 1 seconde. Si vous prenez votre téléphone, vous le posez là et vous avez une puce NFC qui va vous ouvrir une page dans laquelle vous aurez votre certificat d'authentification, toutes les informations sur le château, toutes les informations sur le cep, etc. etc. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.
Maison Pinaster. Bonjour à tous. Alors moi, je ne veux pas vous parler de vin ou de vigne, je vais vous parler de bière au pays du vin, ou plutôt au pays des pins. Je m'appelle Thierry Escarré, je suis civiculteur et fondateur de la Maison Pinaster à côté de Bordeaux. En 2020, face à la montée en puissance de la bière artisanale, j'ai une idée un peu folle, cultiver du houblon dans la forêt de pins. J'ai donc mis au point un procédé d'agroforesterie unique, breveté depuis, qui permet au houblon de grimper le long d'une corde accrochée au pin. Fort de 5 années d'expérience réussie, nous avons élaboré nos premières recettes de bière et depuis 1 an, la bière Pinaster est commercialisée localement. Pinaster, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom scientifique du pin maritime. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'intégrer l'incubateur Bernard Magré pour structurer notre développement avec une ambition certaine, créer une véritable histoire de bière associée à la culture du houblon sous la forêt de pins, à l'image du vin et son vignoble. Et ainsi, nous souhaitons positionner une bière de Bordeaux à la hauteur du grand vin de Bordeaux. Pour nous suivre, c'est facile, vous tapez houblon sous les pins, nous sommes les seuls. Merci. Merci. Agrigo. Bonsoir à tous, je vais vous présenter Agrigo, spécialiste de la viticulture de précision par drone. On est basé à Reims et à Bordeaux. Et la photographe me perturbe. Tout simplement, en fait, nous, notre objectif, ça va être de permettre aux viticulteurs, de réduire leur usage de produits phytosanitaires et de pallier au manque de main-d'œuvre. Pour cela, c'est très simple. On vient avec nos drones sur les parcelles, on prend de la donnée, on l'analyse avec nos logiciels qui utilisent de l'intelligence artificielle. Et ensuite, tout ça se traduit par 4 services principaux qui vont être de l'arpentage, qui est en fait la mesure des parcelles viticoles. Ça va être ensuite de l'inventaire, qui est donc un recensement des pieds présents sur la parcelle. Et on a également un service d'analyse de la vigueur foliaire de la vigne qui va nous permettre de moduler précisément les intrants qu'on va apporter à la parcelle. On travaille enfin sur un 4e axe qui est la détection et la caractérisation de maladies. Qu'on mène en partenariat avec l'Université de Dijon. Vous pouvez nous retrouver sur agrigo.fr. Super, merci. Aster Fox. Hello, hello. Yeah. So, est-ce qu'il y a un milieu vent pour le pitch? Probably not. Probably does not exist as my French, so I'll present you Aster Fox in English. So we are disrupting the wine market with AI sommelier features. So our idea is to create your own wine profile and then automate wine suggestion for you. And we would suggest the perfect wine that fits you the best. And we want to provide unique marketing analytics for the wine businesses and for wine producers to make their sales higher, better, and become the best on the market. So, merci beaucoup. Merci. Opaque. Est-ce que vous saviez que chaque année, c'est 2 milliards de colis qui sont envoyés rien qu'en France? Ça génère 300 000 tonnes de déchets et plus d'1 million de tonnes de CO2. Alors, je suis Christelle Pelletier et avec mon fils, on a décidé d'agir pour la planète en développant le colis du futur, Opaque. C'est le premier emballage réutilisable 100 fois qui protège du moins fragile au produit le plus fragile grâce à son calage innovant, breveté, qui est à l'intérieur et médaillé d'or au concours Lépine. Il est made in France et grâce à lui, nous espérons rendre la logistique de demain circulaire et solidaire, un colis à la fois. Merci. Wine Pilot.
Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric, je suis l'un des cofondateurs de la société Wine Pilot et je vais vous parler de deux personnes. Je vais vous parler de Jacques qui a 5 hectares en Bourgogne. Tout va bien pour lui, sauf que son banquier lui demande de faire un bilan carbone pour avoir un taux plus intéressant. Je vais vous parler également d'Emma, qui est responsable RSE dans un groupe qui pilote plusieurs activités, à qui on demande des données sur les émissions carbone pour le reporting CSRD SBTI. Quel est le point commun entre ces deux cas? C'est la data, et la data notamment primaire qui est réalisée par les fournisseurs. La solution OnePilot, elle collecte des données primaires spécifiques dans les exploitations viticoles, dans les vignobles, jusqu'à la dernière usine, pour pouvoir mesurer, piloter en fait l'empreinte environnementale, notamment le carbone. Nous travaillons pour la plupart des interprofessions en France, Bordeaux, Beaujolais, Cognac. On travaille pour des entreprises comme Bollinger et pour Gérard Bertrand. Et notre ambition, c'est d'être la solution de référence dans le pilotage du progrès environnemental dans la filière vin. Merci. Parfait. Merci. Enoko. Saviez-vous qu'en moyenne, 40% des émissions de CO2 d'un domaine viticole provient de sa bouteille en verre à usage unique? C'est pourquoi on a créé Enoko, qui a pour mission de participer au renouveau de la consigne en conceptualisant des produits innovants et des services innovants. Concrètement, on a commencé par créer un atelier de sensibilisation, la fresque de la vigne à la consigne, qui permet de mettre en lumière l'ensemble des enjeux liés à la filière et promouvoir la nécessité de passer au réemploi. Parallèlement à ça, on développe des produits innovants, une bouteille ainsi que des casiers utilisant le biomimétisme afin d'optimiser tout l'espace de stockage et faire des économies d'échelle sur la logistique et le transport. Puisque notre innovation permet de mettre 600 bouteilles par palette, contrairement à 480 transportées dans des casiers CFP. Puisque la révolution de la consigne est en marche. Déciderez-vous d'en faire partie? Merci. GrapTrack. Merci. Bon, on est deux, pour une fois. Enchanté. Qui veut être mon associé? Je pense qu'on en est là. Moi, je m'appelle Daniel, cofondateur de GrapTrack. Je vous présente Morgane, cofondatrice de GrapTrack aussi. Et aujourd'hui, c'est son premier pitch. Merci. Heureusement, vous n'êtes pas beaucoup. On va vous parler de notre solution, comment GrapTrack a réussi à transformer une contrainte réglementaire en une opportunité pour les professionnels du vin et les laboratoires d'analyse œnologique. Depuis peu, une nouvelle réglementation impose aux vignerons et vigneronnes d'afficher les valeurs nutritionnelles et énergétiques sur leur contre-étiquette. Sauf que, je ne sais pas vous de votre côté, mais moi j'ai bu assez de bouteilles de vin pour me rendre compte qu'il n'y a pas assez de place sur la contre-étiquette. Donc la solution, un QR code. C'est simple, efficace, ça permet de rentrer toutes les données sans prendre toute la place sur l'étiquette. C'est à ce moment-là que GrapTrack intervient. On a créé une plateforme qui permet de générer automatiquement et rapidement les QR codes. On s'adresse directement au laboratoire d'analyse œnologique, on prend les données, on les récupère, le vigneron se connecte en quelques clics, il a généré son QR code et il l'intègre directement à son étiquette. C'est simple, efficace et rapide. Si vous voulez nous rencontrer, on sera sûrement accoudés au bar en train de boire un verre de vin blanc. Merci. Merci. Merci à tous les entrepreneurs. Les 3 prochains, c'était ceux qui participaient à la table ronde. Donc normalement, vous les avez en tête. Donc ce que je vous propose, pouvez voter pour eux quand même. Vous pouvez voter pour eux, bien sûr. Merci à tous, merci à tous les entrepreneurs.